Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ce ne sera pas bien long, je vais laisser le temps quand même aux nouveaux arrivants de se connecter. On va pouvoir commencer là, dans quelques minutes, dans quelques secondes. Euh, donc, je pense qu'on a quand même plusieurs participants qui sont arrivés pour le moment. Donc, on peut commencer tranquillement. Puis, les retardataires pourront se joindre à nous au fur et à mesure. Merci. C'est beau? Ouais. Merci beaucoup. Là. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, parfait. Donc, je vais commencer par me présenter. Première des choses, Frédérique Lavoie, je suis conseillère en aménagement du territoire et affaires publiques au Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale. Première des choses, on veut vous remercier très sincèrement de vous être joints à nous aujourd'hui pour le webinaire sur la mobilité Québec-Lévis avec nos conférenciers invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Là. Pour être bien honnête, quand on a eu l'idée de faire un webinaire, on se demandait s'il y avait encore un intérêt pour les activités en ligne après plusieurs années de pandémie. Puis on s'est dit, on peut sûrement rejoindre une vingtaine de personnes, mais finalement, vous étiez plusieurs à vous inscrire aujourd'hui. Donc, ce fut une heureuse surprise pour nous là, de voir votre intérêt pour les questions de mobilité puis d'aménagement du territoire. Donc, bien content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Première des choses, quelques petites informations techniques pour le webinaire d'aujourd'hui. On va juste vous demander de garder vos micros, caméras fermés pour la durée du panel. Question de nous aider avec la connexion, puis aussi pour l'enregistrement, pour que ce soit plus facile pour nous de notre côté. Mais on va quand même se garder un petit 15 minutes à la fin là, pour les questions. Si vous en avez, vous pourrez à ce moment-là lever la main, poser vos questions sans problème à ce moment-là. Si vous avez aussi des questions dans le chat là, au fur et à mesure, si c'est plus des questions là, d'éclaircissement ou de précision, n'hésitez pas non plus. Ça va nous faire plaisir de peut-être répondre au fur et à mesure si on peut faire ça facilement au cours de la présentation. Donc, je vais quand même prendre le temps de présenter rapidement le Conseil régional de l'environnement, étant donné vous êtes plusieurs de l'extérieur de la région aujourd'hui. Donc, les conseils régionaux de l'environnement, on est des organismes à but non lucratif qui ont pour mission de faire la promotion des valeurs environnementales à travers différentes activités, que ce soit au niveau de la sensibilisation, des activités d'éducation, que ce soit plus aménagement du territoire, économie circulaire. Et il y a des conseils régionaux de l'environnement dans toutes les régions. Donc, vous en avez sûrement vous en avez un définitivement dans votre région si vous ne nous connaissez pas, pardon. Et aujourd'hui, notre webinaire fait partie de la démarche climat de changement qui se déploie justement à travers tous les conseils régionaux de l'environnement. Et ça se veut une initiative d'éducation, de sensibilisation qui vise à outiller tous les acteurs, à la fois institutionnels, citoyens, autour de l'action climatique. Donc, pour mettre en action tous les acteurs autour des changements, en action autour de la lutte contre les changements climatiques et de l'adaptation. Donc, aujourd'hui, pour notre premier webinaire, Climat de changement, on va aborder la question de la mobilité Québec-Lévis. Je vais prendre le temps de vous présenter nos panélistes invités, mais avant toute chose, avant que je l'oublie,
Aujourd'hui, si vous avez des problèmes techniques, il y a ma collègue Jordan qui est présente avec nous. Si vous n'entendez pas, si il y a un bug, quoi que ce soit, n'hésitez pas à lui écrire dans le chat. Elle va pouvoir vous répondre parce que moi, ça se peut que je ne le vois pas. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités d'honneur aujourd'hui qui ont accepté de se prêter au jeu et de participer au panel aujourd'hui. Donc, en premier lieu, on a Angèle Pinault-Lemieux, qui est formée en sciences sociales. Elle travaille chez Accès Transport Viable depuis 2020. Grâce à son expérience en politique active et en communication, ainsi que son intérêt pour les questions de mobilité durable et d'environnement, elle contribue au rayonnement des actions de l'organisme en coordonnant les volets affaires publiques et communication. Bonjour Angèle. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Bien heureuse d'être parmi vous. Ensuite, nous avons Josée Breton, qui est directrice du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches depuis 2020, donc notre fière représentante de la Rive-Sud aujourd'hui. Elle a consacré les 20 dernières années à la protection de l'environnement, notamment à la conservation des forêts et à la promotion de pratiques agro-environnementales. Pendant 10 ans, elle a œuvré au sein de l'organisme de conservation Canadian Canopy, où elle a initié les activités au Québec, œuvré à titre de négociatrice et développé près d'une centaine de politiques d'approvisionnement responsables de produits forestiers auprès d'entreprises nationales et multinationales. Donc, bonjour Josée, merci d'être avec nous. Bonjour Frédéric, merci pour l'invitation. Et je termine avec Jean Dubé, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur en aménagement du territoire à l'Université Laval. Il est professeur titulaire et directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional, et aussi connu sous le nom d'ESSAD, après un séjour à l'Université du Québec à Rimouski. Il est l'auteur de plus de 70 articles scientifiques, a prononcé plus d'une centaine de conférences dans des congrès académiques et agit à titre de conférencier dans plus d'une quarantaine d'événements organisés au Canada, en France et au Luxembourg. Il a coécrit le livre « Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec », donc plutôt dans le thème de notre sujet d'aujourd'hui, qui a été lancé en septembre 2020. Donc, depuis 2014, il est rédacteur de la Revue canadienne des sciences régionales. Donc, bonjour Jean. Bonjour. Content d'entendre par ailleurs que je ne t'ai pas trop traumatisé dans le cadre des cours, ça fait du bien. Et merci de l'invitation. Oui, je vous encourage, si jamais vous entendez une maîtrise en aménagement du territoire, à suivre ces cours. Toujours fort intéressant. Donc, ça, c'est la partie où je lisais un texte. Rassurez-vous, c'est fini. On va rentrer dans le vif du sujet tranquillement. Peut-être, en fait, pour vous mettre en contexte, notre idée de faire le webinaire d'aujourd'hui venait du fait qu'on a l'impression que la discussion sur la mobilité Québec-Lévis tourne toujours autour du projet de troisième lien, forcément. Que ça mobilise vraiment toute la conversation, ça monopolise finalement toute la dynamique des solutions qu'on pourrait apporter entre Québec et Lévis. Mais on ne va jamais plus loin vraiment au fond de la question. On ne se pose jamais la question, est-ce qu'il y a peut-être on pourrait recadrer le questionnement pour trouver des solutions à la base qui répondraient peut-être plus concrètement aux problématiques actuelles qu'on vit. Donc, d'entrée de jeu, pour ouvrir la discussion, j'aimerais vous entendre sur la problématique de base là, de toute cette discussion-là, qui est le trafic entre Québec et Lévis. Vous avez peut-être écouté le bye-bye cette année ou la rétrospective d'Infoman dans laquelle ils embarquent dans leur auto, ils partent du centre-ville de Lévis pour se rendre au centre-ville de Québec. Puis, on fait la démonstration que finalement, ce n'est pas un si long trajet considérant le kilométrage parcouru. On s'en sort avec une trentaine de minutes pour faire ce trajet-là. Mais d'un autre côté, on sent qu'il y a vraiment une demande qui s'est vraiment vécue comme quelque chose de pénible, le trafic. Donc, à partir de ces deux perceptions-là, qu'est-ce qu'il y en est concrètement là, en lien avec le trafic? Donc, je commencerai avec Jean sur cette question-là. Est-ce qu'on a un problème de trafic?
Ben, est-ce que la question déjà qu'on peut demander, est-ce que la perception a changé? Ben, définitivement. Puis est-ce qu'il y a plus de trafic qu'il y en avait il y a 10 ans et il y a 20 ans? La réponse, c'est certainement oui aussi. Je pense que ça, c'est pas quelque chose qu'il faut remettre en doute, en fait. On peut toujours dire qu'on a une congestion qui est moins pire à Québec qu'à Montréal, mais la réalité est que la congestion, elle a augmenté à Québec dans les dernières années. Et c'est un problème qui n'est pas unique à Québec. En fait, la plupart des grandes villes où la population n'a pas cessé de croître, bien évidemment, les gens qui restent dans la région métropolitaine ou dans les villes qui forment, disons, l'agglomération urbaine, bien, c'est sûr ils ont besoin de se déplacer. C'est un besoin fondamental de se déplacer. Donc, c'est sûr que si vous mettez plus de gens au même endroit, ben, ça risque évidemment de créer peut-être des bouchons et des embouteillages et du trafic qu'il n'y avait pas il y a 10-15 ans quand la région, disons, était un petit peu moins habitée. Ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est très clair. L'autre point qui, à mon sens aussi, est très clair, c'est maintenant, ben, OK, une fois qu'on a dit qu'il y a une augmentation de la congestion, puis qu'on sait que, évidemment, parce qu'on se compare toujours dans le passé, les gens qui sont des citoyens de la région, ben, eux, ils vont nécessairement comparer leur situation à ce qui se passait il y a 10 ans. Et c'est sûr que pour eux, la situation, elle a empiré. Donc, si la situation, elle a empiré et on trouve que maintenant, on est peut-être rendu à un point où est-ce qu'il faut prendre le problème à deux mains et tenter de trouver des solutions, bien, une fois qu'on a dit ça, une autre chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas en ajoutant des voies routières qu'on va régler le problème de congestion. Donc ça, si on a deux certitudes jusqu'à date, c'est ces deux-là, que le trafic a augmenté et que ce n'est pas en optant pour des solutions autoroutières qu'on va régler le problème de congestion, parce que le même problème a été vécu dans beaucoup d'agglomérations urbaines. Ce n'est pas le propre de Québec. C'est arrivé à Montréal, ça arrive à Toronto, ça arrive dans d'autres villes qui sont plus petites aussi, ça arrive au Canada, ça arrive aux États-Unis, ça arrive en Europe. Donc, je pense qu'on doit minimalement partir de ces deux constats-là pour ensuite se poser la question, effectivement, qu'est-ce qu'on doit faire pour tenter de régler ou, en fait, régler le problème, c'est un petit peu rêver aussi, là, c'est-à-dire que, à moins de dire qu'on délocalise à peu près la moitié de la population de Québec ailleurs sur le territoire du Québec pour régler le problème de congestion, ben, il y a des gens qui vont habiter en ville puis ils vont chercher à se déplacer. Donc, si on sait que ce n'est pas l'autoroute qui va le régler, le problème, parce qu'on a aussi cette forte dépendance-là à Québec, la dépendance à l'utilisation de la voiture. Et on a aussi cette impression, justement, que comme ça ralentit, bien, ce qu'il faut faire, c'est agrandir des voies et ainsi de suite. Alors que s'il y a une chose que la littérature a montré, c'est que ce n'est pas la solution. Donc, quelle est la solution? Ben, pour reprendre une vieille expression d'une vieille pub qui disait si ça existait, on l'aurait. Ça nous ferait vraiment plaisir d'amener des solutions miracles, mais il n'y en a pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que si ça ne passe pas par l'autoroute, ben, il faut penser à des moyens alternatifs. Et là, la porte est tout grande ouverte à justement, ben, qu'est-ce que c'est ces moyens alternatifs-là? Ça peut être du transport actif, ça peut être revoir aussi la configuration des quartiers, ça peut passer par du transport collectif. Bref, il y a plusieurs solutions à plusieurs échelles, mais je pense qu'il faut minimalement partir de ces deux constats que j'ai établis, à savoir que oui, le trafic a augmenté, puis non, on ne va pas régler le problème en augmentant l'offre pour des infrastructures autoroutières. Donc, on ouvre déjà la porte à quelques pistes de solutions à ce problème-là, qui est quand même, comme tu le dis, qui est vraisemblablement grandi à travers d'une année à l'autre. Moi, j'aimerais ça entendre aussi la perspective de la Rive-Sud, Josée Breton, de ton côté. C'est quoi, disons, le pouls de la population? Qu'est-ce qu'on entend du côté de Lévis? Oui, comment on voit ça? Donc, tu es fière représentante de la Rive-Sud, merci. En fait, Frédéric, tu as raison, le débat est très polarisé. Puis s'il y a une chose que j'aimerais amener aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'on veut tous, là, c'est trouver des solutions aux défis de la mobilité interrive. Je pense que ça, il y a un consensus là-dessus.
Et pour nous, pour y arriver, ça prend un débat sain et constructif. Puis pour avoir un débat sain et constructif, il faut être à l'écoute des autres. Le parent qui, le soir, a peur d'arriver en retard à la garderie parce qu'il est pris dans le trafic, ou l'étudiant le matin qui a peur d'arriver en retard dans son examen pour aller sur la Rive-Nord parce qu'il est encore pris dans le trafic, on doit l'écouter. Donc, ces gens-là, se faire dire qu'il n'y a pas de problème, que la congestion, c'est une lubie, qu'ils ne vivent pas ça, en fait, on pense que ça nuit au dialogue, puis ça nuit aux échanges. Donc, si la prémisse de base, c'est de trouver une solution aux problèmes de mobilité interrive, on pense qu'il faut être à l'écoute des autres, il faut être à l'écoute de ce que les citoyens vivent, même si parfois, ça se peut que les chiffres ne corroborent pas nécessairement ça. Donc, je pense que pour nous, c'est vraiment important parce qu'on l'entend, puis on le vit sur la rive sud que, bon, c'est ça, c'est les gens de la rive nord, c'est cette perception-là. Nous, c'est pas ça qu'on vit. Donc, on pense que ça pour y aller vers améliorer les échanges, je pense qu'il faut qu'on écoute davantage les citoyens de part et d'autre. Je suis contente que tu t'amènes cette perspective-là de justement comment ce problème-là est vécu du côté de la Rive-Sud, parce que j'ai l'impression que quand on est dans cette discussion-là sur la mobilité, on a tendance à dire est-ce que vous avez su si pire que ça, finalement, la congestion, arrangez-vous avec vos troubles, alors que finalement, c'est peut-être pas l'approche la plus constructive dans la mesure où c'est pas parce que c'est pas si pire qu'on pourrait pas faire quelque chose de constructif pour que la circulation soit plus fluide et que ça soit moins congestionné aux heures de pointe sur les ponts, par exemple. Donc, perspective intéressante. Merci beaucoup, Josée. Pour terminer le tour de table, je donnerai la parole à Angèle. Oui, je trouve ça intéressant parce qu'on est en train de réfléchir à deux choses, c'est-à-dire les mesures de la congestion puis la perception. Puis je pense que c'est là que c'est deux choses très différentes. La dernière étude qu'on a sur ça dans la région de Québec-Lévis, c'est le recensement 2016 qui montrait qu'en effet, Québec n'était pas, si on se compare à d'autres villes au pays, parmi les régions métropolitaines les plus congestionnées. Il me semble qu'on était 29e sur 35. Et donc, ça veut dire à peine 2% des automobilistes de la grande région qui disaient passer plus de 60 minutes dans leur voiture pour se rendre au travail. Ce qui est moins que, par exemple, à Montréal, Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke. Mais ceci dit, on était aussi une des régions où les gens disaient vivre un haut niveau de pénibilité. Puis, dans ces chiffres-là, il y a toujours des limites. Par exemple, quelqu'un qui passe 55 minutes bumper à bumper, il ne va pas être comptabilisé, par exemple, dans ces chiffres-là, alors que quelqu'un qui passe peut-être 1h10 dans un trafic qui est plus fluide, lui, il va être comptabilisé. Donc, je pense que c'est aussi, comme nommait Josée, les gens, ce qu'ils veulent, c'est aussi de la prévisibilité dans leur déplacement, de savoir à quelle heure ils vont arriver, de garantir qu'ils vont être à temps pour aller à l'épicerie avant de passer à la maison. Donc, je pense qu'il y a là une corrélation, une preuve intéressante qu'il n'y a pas de corrélation forcément directe entre le niveau de congestion et le niveau de pénibilité. Ceci dit, comme disait Jean, ce qu'on sait, c'est que dans tous les cas, le trafic augmente. Puis pourquoi le trafic augmente? Parce que le parc automobile croît plus vite que la population au Québec. Puis pour moi, ça, c'est un des principaux enjeux. Puis le deuxième enjeu, c'est celui que nommait Jean tantôt, c'est-à-dire les solutions qu'on propose. Parce que la théorie de la demande déduite puis de la demande induite, puis je suis sûre que Jean saura l'expliquer mieux que moi, mais nous le montre, l'offre d'infrastructures qu'on a va induire les comportements et les habitudes des gens. Donc, quand on est à la recherche des solutions, il faut avoir en tête que ce qu'on propose comme aménagement, la place qu'on laisse à un mode de transport, c'est ce qui va stimuler son utilisation. Puis, je pense qu'un des meilleurs exemples qu'on a en ce moment, c'est le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine à Montréal. C'est un exemple de demande déduite. Le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, avant la pandémie, il me semble que c'était à peu près 120 000 utilisateurs par jour. Depuis la fin de la pandémie, au printemps, on était à 85 000 utilisateurs jusqu'en septembre, jusqu'à la fermeture des voies. Puis aujourd'hui, et depuis novembre, on est à 58 000 utilisateurs par jour, ce qui est quand même une grosse réduction après la fermeture de 3 voies de circulation sur 6. Donc, on a, depuis qu'on a fermé ces 3 voies-là, une baisse d'achalandage de 32% qui vraisemblablement se maintient dans le temps. Et pour moi, il y a d'autres exemples à l'international, on pourra en nommer tout plein, mais c'est un exemple que l'offre d'infrastructures routières qu'on met à disposition aux gens, est-ce qu'il les induit à adopter l'auto et souvent l'auto solo comme mode de déplacement? Et que si on veut renverser la tendance, il faut penser à l'offre qu'on a
qu'on met à leur disposition en matière de transport alternatif. Merci, Angèle. Je pense qu'on a introduit quand même des notions intéressantes dans la discussion, notamment par rapport à ce qui est toute la question de la demande induite, de la demande déduite. Je pense que c'est un concept qui est vraiment au cœur de ce débat-là sur la mobilité Québec-Lévis. Donc, tu sais, la réponse à la question, est-ce que le problème, c'est le trafic? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Finalement, peu importe la réponse, la solution qu'on amène, si elle induit plus de trafic, par exemple en élargissant une autoroute ou en donnant plus de place à la voiture, finalement, nous maintient dans ce cycle-là de dépendance à l'automobile dans lequel on est présentement, là, forcément. J'ajouterais peut-être un petit point, effectivement, qui est assez intéressant, et c'est la façon dont on passe maintenant ces projets-là. Quand je regarde, par exemple, la CAQ qui propose le réseau express de la capitale, et dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est de se servir du transport en commun pour justifier des agrandissements d'autoroutes qui vont finir par servir aussi en bonne partie aux automobilistes. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu particulier dans cette solution-là. Et il ne faut peut-être pas oublier, effectivement, Angèle le soulignait tout à l'heure, mais toute l'histoire de la demande induite, c'est-à-dire que si on change les infrastructures, si on change les conditions, ben, les gens qui prennent des décisions, eux aussi risquent de changer leurs décisions. Et c'est un peu ce qu'on a vu avec la pandémie. On s'est dit avec la pandémie, ben, le télétravail, ça y est, ça va régler les problèmes de congestion. Et qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait en sorte que ça a diminué l'utilisation des transports collectifs, mais que sur la route, on n'a pas nécessairement vu une diminution drastique du nombre de déplacements puis des secteurs de congestion. Pourquoi? Parce que les gens se sont dit, bon, ben s'il y a plus de monde qui reste à la maison, ça veut dire que c'est plus facile de prendre ma voiture. Donc, probablement que je vais prendre une décision différente sur mon choix de mode ce matin, plutôt de prendre le transport collectif si je pense qu'il y a moins de monde sur la route. Mais je vais peut-être prendre ma voiture parce que ça va plus vite, parce que la façon dont les systèmes de transport en commun sont faits dans la région de Québec, il y a quelques bons axes, mais globalement, les déplacements sont très difficilement compétitifs avec la voiture. Et donc, même sans changer de la population, c'est possible d'augmenter le trafic. Et c'est pour ça, justement, que je mentionnais tout à l'heure que c'est plutôt clair qu'une façon de... Ce qu'on sait qu'il ne faut pas faire, c'est agrandir les autoroutes. Donc, maintenant, la piste des solutions est ouverte, mais on sait qu'il faut exclure celle-là. Merci beaucoup pour vos réponses. Vous avez soulevé plusieurs éléments très intéressants, je pense. Notamment le fait que je pense que les choix qu'on fait en transport peuvent avoir beaucoup d'influence sur le choix de transport en commun que les usagers vont prendre. Puis ça ouvre finalement la porte à ma prochaine question qui concerne justement l'évaluation des projets en transport, parce qu'on en a plusieurs, des projets, que ce soit, là on parle beaucoup du troisième lien, mais ça pourrait être l'élargissement d'une autoroute. Quand on était en élection, il n'y a pas si longtemps, vous vous en rappelez, on nous a proposé une panoplie de projets, que ce soit un train léger de centre-ville à centre-ville, ajouter un pont sur l'île d'Orléans, ajouter un tramway qui connecte les deux rives. On a eu toutes les possibilités. Là. Il manquait juste l'hélicoptère qui fait le transport, la navette entre les deux centres-villes. À partir de toutes ces possibilités-là, comment on fait pour se retrouver et dire quelle est la meilleure option? Ça devrait être quoi nos critères finalement pour évaluer ces projets-là? Angèle, est-ce que tu veux ouvrir la discussion? Oui, bien, je pense que la base de la réponse à cette question-là, elle est dans les mains du gouvernement du Québec. Puis ça s'appelle une étude d'opportunité et c'est ce qu'on devrait faire et c'est ce qu'on fait actuellement pour tous les projets en transport à peu près, sauf le projet de troisième lien. Puis une étude d'opportunité complète. Ce qu'on veut dire par étude d'opportunité, c'est prouver d'abord qu'une infrastructure répond à un besoin, puis ensuite explorer les différentes solutions au pluriel qui permettraient de répondre. Et je pense que c'est là que ça achoppe en ce moment sur ce projet-là, c'est qu'on
je pense d'un coup qu'on a statué qu'en effet, les infrastructures autoroutières ne règlent pas la congestion. Ce qui avait été promis sous les libéraux en 2016, c'était une étude d'opportunité qui permettait d'identifier différents axes, différents types de projets qu'on allait comparer pour voir leur effet. Et donc, ça avait au moins le bénéfice de se poser la question, on a un problème de congestion, on sait que les infrastructures autoroutières, l'ajout de capacité routière n'est pas la solution, mais quelles sont les solutions? Parce que je suis comme Jean, je ne pense pas qu'il y a une solution magique en transport. Je pense pas qu'il y a une bonne réponse aujourd'hui à cette question-là. Je pense qu'il y a tout plein de critères, mais la première chose, c'est que c'est dans la cour du gouvernement du Québec de produire une étude d'opportunité comme celle-là. Puis la deuxième chose, c'est que le gouvernement du Québec a les outils à sa disposition pour répondre à cette question-là, notamment la politique de mobilité durable 2020-2030. Ça peut paraître très technique là, comme document, mais dans cette politique de mobilité durable-là qui avait été saluée par le milieu, il y a la notion de l'approche réduire, transférer, améliorer, qui, pour nous, devrait être celle qui guide nos actions en transport. L'idée, c'est d'abord agir sur le réduire, donc réduire la quantité puis la distance des déplacements motorisés. Et donc là, on parle de ce que Jean nommait tantôt, l'aménagement du territoire, la façon dont on positionne nos quartiers. Est-ce qu'on transforme une autoroute en boulevard urbain, par exemple? C'est-à-dire mettre en place un aménagement qui favorise les courtes distances, qui permet les déplacements autrement qu'en auto. Quand tu as un quartier enclavé entre deux autoroutes, tu ne peux pas demander aux gens de faire le choix de se déplacer autrement. Ils n'ont tout simplement pas l'option. Donc, globalement, dans nos projets, le réduire, ça devrait être la première action qu'on pose. La deuxième, ça devrait être le transférer vers des déplacements, vers des modes qui sont plus durables, qui sont moins énergivores. Puis Jean en nommait encore tantôt, on peut penser au transport en commun, on peut penser au traversier, on peut penser au vélo, à la marche ou à la combinaison de tout ça, à l'autopartage, etc. Donc, on cherche d'abord à réduire la quantité de déplacements par l'aménagement du territoire. On déplace ou on transfère les déplacements restants vers des modes plus durables. Et ensuite, quand on a fait ces deux étapes-là, on a l'amélioré, qui est d'améliorer l'efficacité énergétique des déplacements restants. Puis je pense que le déplacement restant dans ça est la clé. C'est-à-dire que je pense qu'on convient tous que l'électrification a un rôle à jouer dans la lutte au changement climatique au Québec, puis dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Mais si on n'agit pas d'abord sur le réduire, puis le transférer, c'est là qu'on va rater le bateau. Donc, dans les critères qu'on doit se fixer pour un bon projet en transport, c'est de suivre cet ordre logique-là, puis cet ordre de priorité qui nous permet d'atteindre les objectifs que le gouvernement lui-même s'est fixé dans ses propres politiques qu'il a en ce moment entre les mains. Effectivement, puis je pense que merci d'amener justement cette priorisation-là de l'approche RTA, réduire, transférer, améliorer, qui est finalement au cœur des priorités du gouvernement, finalement, des fois, on se demande si elle est vraiment mise en pratique. Puis j'ai l'impression que l'exemple de la mobilité entre Québec et Lévis donne vraiment un bon exemple de comment on pourrait prendre cette approche-là qu'on s'est déjà finalement doté à travers nos instruments de planification pour peut-être mieux la mettre en pratique. Du côté de Lévis, je me tourne vers Josée. Justement, les projets, quels critères on devrait mettre de l'avant pour finalement prioriser qu'est-ce qui devrait être un bon projet en transport? D'abord, je trouvais l'idée du téléphérique super sympathique. Mais plus sérieusement, en fait, il y a urgence climatique. Donc, pour nous, tout projet de grande envergure devrait d'abord prioriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et l'ensemble des solutions proposées devrait également répondre à cet objectif-là. Donc, ce qu'on doit avoir, selon nous, c'est un plan. Puis le plan doit aider les régions à améliorer leur bilan carbone, mais aussi à répondre aux préoccupations des gens dont je parlais tantôt. Tu sais, quand on se donne comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on a une direction. Là. Il y a, tout à l'heure, Angèle parlait du plan de mobilité durable qui a comme cible de réduire l'utilisation de l'auto-solo. Il y a ici le plan pour une économie verte du gouvernement qui fixe des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. La plus récente politique nationale, l'architecture, l'aménagement du territoire, dont on va voir le plan d'action bientôt sûrement, dit que pour contrer la perte des milieux
naturels et des territoires agricoles, il faut trouver une solution, il faut agir sur la croissance urbaine, donc cesser l'étalement urbain. Donc, on a une direction, on pense que c'est déjà une amorce de plan qui va nous permettre, si on les suit, puis si on se donne comme objectif d'atteindre les cibles qui sont évoquées dans ces planifications-là, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour nous, c'est vraiment là, le critère numéro 1. Donc, j'entends ici l'urgence climatique qui devrait être, selon toi, un moteur, un guide, quand même un pilier, disons, dans notre prise de décision en transport. Je seconde, j'ai l'impression qu'on est rendu là. Puis je pense que ça, tu ajoutes quand même un élément important à la discussion, justement, que là, on a nommé la politique de mobilité durable, on a nommé le plan pour une économie verte. On dirait que ces critères-là d'analyse, on les a comme déjà, de ce que j'entends de vos commentaires. Encourager le transport modal, si un projet ne fait pas ça, on n'est peut-être pas dans un bon projet. Ensuite, réduire les émissions de GES, c'est justement aussi un autre critère qui pourrait devrait être mis de l'avant dans les études d'opportunité, les études d'opportunité qui devraient être faites en partant. Donc, je note bien ces deux approches-là. Jean Dubé, qui, je sais, aime bien la modélisation et analyser les différentes options. Quelle est ta vision sur les projets qu'on nous propose en mobilité? Oui, ben peut-être un petit point un peu technique au départ. En fait, je pense que ça met bien en opposition, disons, les décisions individuelles versus les décisions sociales. Puis en même temps, ben, tu sais, moi, quand je prends une décision de mobilité, j'ai des coûts pour moi, mais ça génère aussi des coûts pour la société. Et c'est un petit peu la difficulté de prendre des décisions dans un tel contexte, dans l'optique où est-ce que prendre sa voiture d'un point de vue individuel, c'est hyper rationnel. Il n'y a personne qui va remettre ça en doute dans l'optique où est-ce qu'actuellement, ce qu'on a comme offre de transport, ben, c'est peu compétitif. Donc, si c'est peu compétitif, d'un point de vue individuel, ça devient super rationnel de prendre ma voiture, sauf que tu sais que d'un autre côté, si tout le monde prend la même décision individuelle rationnelle, ça va générer du trafic qui cause un problème social. Et parmi ces problèmes-là, ben oui, il y a le retard. On sait qu'il y a des études qui sont souvent faites pour chiffrer la valeur économique de la congestion, par exemple, dans la grande région de Montréal. Mais il y a autre chose aussi. Il y a des coûts de santé liés à ça, notamment. Il y a aussi, si on vit à proximité d'une autoroute, ben, il y a une dégradation des valeurs résidentielles qui signifie aussi une diminution des entrées fiscales pour les villes. Et donc, c'est un petit peu ça qui est très difficile à faire parce que les choix de déplacement sont individuels, mais si on veut essayer de briser ce moule-là, on a un rôle social, en fait, de dire qu'il faut développer des alternatives. Et ce n'est pas en demandant aux automobilistes quelle alternative vous voulez. On ne doit pas s'attendre à ce qu'ils nous répondent systématiquement du transport collectif, du transport actif et des choses comme ça, parce qu'eux, individuellement, la meilleure décision pour leur déplacement, ça reste la voiture. Et quand on vit dans une région où on a une grande partie des déplacements qui se font en auto, ben, c'est normal que le premier réflexe demeure de demander des infrastructures autoroutières. C'est tout le problème, en fait, ce qu'on appelle le sentier de dépendance. En fait, c'est qu'on a une espèce de routine et si on n'impose pas des choix qui viennent du haut, qui sont des choix sociaux qui nous disent, ben, écoutez, on sait que pour vous, c'est la meilleure décision, mais nous, si on analyse d'un point de vue social, c'est celle-là, cette meilleure décision. Et si on veut briser cette routine-là, ben, il ne faut pas s'attendre à ce que le bris de cette routine-là vienne des individus, mais il faut que ça vienne d'ailleurs. Donc, le point de vue social, la responsabilité gouvernementale, elle est très importante. Et il faut, en fait, déjà comprendre que une décision qui peut être très rationnelle d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue social, va être probablement perçue de manière négative par celui qui utilise un moyen alternatif.
et que finalement, ben, on a beau dire beaucoup de choses, mais un des problèmes, en fait, si le gouvernement ne décide pas d'y aller et qu'il dit, ben, je veux faire des politiques qui font plaisir au monde, ben, on se retrouve un peu toujours dans la même bottine. José parlait tout à l'heure d'étalement urbain en partie. Ben, il y a une étude notamment qui a montré que les grandes villes qui sont desservies par des infrastructures autoroutières ont connu une croissance moins rapide. En fait, ce qu'on suggère, grosso modo, c'est que la taille de la population a été réduite de 18% comme on a permis aux gens d'aller de plus en plus loin. Et donc, si on demande aux gens ensuite qu'est-ce que vous voulez comme alternative, bien, ça risque d'être encore beaucoup plus loin et on va se retrouver avec une ville encore moins dense et encore plus difficile d'offrir des services alternatifs. Donc, il y a toujours cette espèce d'équilibre ou d'arbitrage et de confrontation entre le choix individuel qui peut être totalement rationnel, mais les conséquences sociales que ça peut avoir et qui on veut qu'ils prennent les décisions pour essayer de réorienter quand il y a des coûts sociaux. On a fait une étude dans la région de Québec, mais qui est inspirée du coin de Vancouver et qui montrait finalement que à Vancouver, par exemple, on disait, ben, quand vous prenez votre voiture et que ça vous coûte 1 $ prendre la voiture, ben, ça coûte 9 $ à la société. Comment on arrive à ce chiffre-là? Ben, ça fait en sorte que des autoroutes qu'on met, ben, ça génère du bruit, comme je disais tout à l'heure, c'est de la pollution, c'est des conséquences sur la santé. Si on fait des méga stationnements pour ceux qui viennent en ville, ben, c'est de la place qu'on n'a pas pour mettre d'autres stationnements, pour mettre des espaces verts qui, eux, peuvent avoir des impacts positifs. Si on a plus de monde sur la route, ça veut dire une augmentation des probabilités d'accidents. Les accidents, ça représente des coûts pour une société. Et donc, mais si on demande à l'individu, ben, l'individu ne paye pas ce coût-là. Et donc, il ne faut pas se rabattre et demander à l'individu qu'est-ce qu'il veut si on veut imposer effectivement certaines normes sociales. Et là, c'est vraiment le gouvernement qui a un rôle super important à jouer à mettre ses culottes et à suivre son plan de match plutôt que de dire ben, je vais essayer de faire je vais essayer de plaire à la majorité, mais bon, il y a un jeu politique aussi derrière tout ça. J'ai l'impression qu'on on vient de mettre le doigt quand même sur peut-être je ne dirais pas le nerf de la guerre, mais quand même un nœud important dans le débat Québec-Lévis, comment améliorer la mobilité avec tout ce qui est justement la responsabilité de l'individu qu'on fait porter beaucoup dans le choix de quel mode de transport on prend. Puis c'est peut-être là où finalement les gens se sentent un peu attaqués parce qu'on leur dit, on veut développer des alternatives à l'auto solo, mais il y a finalement, c'est comme si dans la perception, ça va être perçu comme quelque chose qui vient ralentir, qui vient comme une contrainte additionnelle. Puis cette notion-là d'externalité, quand tu prends ta voiture, il y a un coût que tu ne paies pas qui va être porté par la société qui, finalement, l'individu lui-même ne peut pas vraiment décider de faire comme, OK, je vais porter le poids de toutes ces externalités-là, puis je vais changer mon mode de transport. Tu sais, la rationalité n'est pas là du tout. Puis j'ai l'impression que ça met finalement la table sur la question de comment on peut faire en sorte que ce changement-là soit peut-être plus incitatif, que ce soit plus attirant pour un utilisateur de faire, finalement, ma voiture, c'est vraiment moins intéressant de la prendre que prendre l'autobus parce que l'autobus va plus vite, l'autobus coûte moins cher en stationnement, etc. Donc, côté panéliste, est-ce que vous aviez des commentaires, des réponses ou Ben, on a fait une étude, en fait, avec des collègues, Dominique Villeneuve et quelques collègues à l'université, puis dans lequel on a fait une espèce de recension de la littérature pour voir qu'est-ce qui a été fait comme action ailleurs pour tenter de faire du transfert modal. Et grosso modo, ce qui ressort de là, en fait, c'est que oui, effectivement, c'est bien de donner des incitatifs pour essayer de prendre des moyens alternatifs et d'autres choses, mais ce qui semble le plus intéressant, c'est aussi un mix des deux, c'est-à-dire de la carotte, mais aussi un peu de bâton pour dire, écoutez, on va, tu sais, c'est pas juste de dire, on veut développer des modes alternatifs sans toucher à la voiture. Tu sais, il faut essayer un petit peu de combiner les deux pour essayer que ça ait une efficacité un petit peu plus forte.
Et comment on pense à ça? Est-ce que c'est faire des voies peut-être un peu moins larges déjà pour les voitures, ce qui fait en sorte que si on a peut-être, disons, un sentiment de dire, ben, on va peut-être accrocher le voisin, ben, on va peut-être aller un petit peu moins vite que si on fait des voies beaucoup plus larges. Est-ce que ça passe, par exemple, par une tarification? Parce que, bon, on parle souvent du principe de l'utilisateur-payeur, mais il s'applique aussi à l'automobiliste qui ne paye pas justement pour toutes les externalités qu'on a vues tout à l'heure. L'utilisateur du transport en commun va effectivement payer à son utilisation. On va dire que l'automobiliste paie aussi son essence, puis qu'au travers de son essence, il y a des taxes, donc qui paie en partie pour l'utilisation pour la route, mais en fait, c'est une infime partie qui paye. Et donc, on a cette espèce de déséquilibre-là. Et l'autre chose, si on veut effectivement tenter de rendre des transports alternatifs plus intéressants, bien, il y a une variable qui est très importante qui s'appelle le temps de déplacement. Et si on n'a pas de transport alternatif qui nous permettent de compétitionner d'une façon intéressante le principal mode qui est la voiture, bien, c'est sûr que ça va être très difficile, en fait, de faire basculer des gens d'un choix vers l'autre. Je ne pense pas qu'on est dans une société où ce qu'on veut et ce qu'on cherche à tout prix, ce soit que 100% des gens ne prennent pas la voiture et prennent des modes alternatifs. C'est une belle invention, la voiture, puis ça permet des choses quand même, des possibilités qu'on n'avait pas avant. Mais le but n'est pas d'éliminer la voiture, mais de faire un certain transfert modal. Et maintenant, c'est quoi la meilleure façon d'y arriver? Bien, ce qu'on semble voir, en fait, dans les expériences qu'on a recensées, c'est quand même d'y aller avec un mix entre, oui, des avantages, donc la carotte, mais aussi sortir un peu le bâton des fois pour forcer disons, des changements de direction, si c'est ce qu'on veut. J'entends bien l'importance de mixer un peu la carotte et le bâton. Puis je pense que c'est important aussi dans justement la discussion qu'on a aujourd'hui. Si on revient un peu plus dans la carotte, puis dans comment on peut être attirant, puis avoir des options intéressantes pour favoriser les transports actifs, des fois, dans tout ce débat-là sur le troisième lien, puis sur la mobilité Québec-Lévis, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le flamboyant, puis on oublie peut-être de penser à qu'est-ce qu'on a déjà, d'être dans l'existant. Puis, je vais vous ramener un petit peu plus dans le terre-à-terre, mais il y a des réseaux de transport en commun qui existent déjà en Québec puis Lévis, qui sont franchement... leur arrimage n'est pas du tout à point là, pour le moment. Là, je ne vous apprendrai rien. Attendre 1 heure au pavillon Alphonse Desjardins parce qu'on attend la L2, ce n'est pas exactement un incitatif à prendre le transport en commun quand on habite sur la rive sud. J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus à justement cette base-là du réseau de transport en commun. Comment ça se fait qu'il y a toujours aussi peu d'interconnexion entre les autobus de Québec à Lévis? Puis pourquoi est-ce qu'on ne devrait peut-être pas améliorer déjà ce réseau-là qu'on a avant d'y aller pour des projets plus feu d'artifice, là, si je peux m'exprimer comme ça? Josée, notre représentante de la Rive-Sud, je te laisserai commencer sur cette question. Oui, tu voyais beaucoup hocher la tête. Hein? En fait, écoute, tu me voles les mots de la bouche. Tu sais, donc, un éventuel troisième lien, s'il est construit, il ne sera pas prêt demain matin. Puis, il y a des solutions qu'on est en mesure de mettre en place dès maintenant, qui sont connues, qui pourraient déjà aider à faire croître la carotte. Fait que si on prend l'exemple du transport collectif, là, parce que c'est comme ça que tu l'introduis, puis je trouve que c'est un bon point de départ. C'est juste du côté de la Rive-Sud, on pourrait commencer par 2 choses. D'abord, tu en as parlé, développer le système de transport collectif en augmentant le nombre de départs, d'une part. Puis deuxièmement, de mettre en place l'harmonisation tarifaire entre la Rive-Nord et la Rive-Sud. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et même, j'irais plus loin, pas juste entre Lévis et Québec, mais aussi Nouvelle-Beauce, Lotbinière, Bellechasse. C'est pas juste les gens de Lévis qui veulent traverser l'autre bord du fleuve. Donc, ça, on est capable de se mettre ensemble puis de trouver une solution puis de la mettre sur pied. Si on parle de transport collectif, dont je parlais de développer le système à Lévis, bien, la bonne nouvelle, c'est que la ville de Lévis est très consciente qu'elle a un retard à rattraper.
pour améliorer l'efficacité de son réseau. Donc présentement, elle a comme objectif d'augmenter de 5 000 heures par année de services directs jusqu'en 2026. Donc auprès des citoyens, pour arriver à 230 000 heures de services directs. Donc, c'est déjà un bon pas. C'est important parce qu'il reste beaucoup de choses à faire, comme par exemple, à population égale, il y a 70 plus de départs par jour offerts par le réseau de transport de la capitale que la Société de transport de Lévis. Donc, clairement, il y a un retard à rattraper, mais au moins la ville en est consciente de ça. Mais c'est sûr que plus le transport collectif du côté de Lévis, puis pas juste pour la mobilité, mais aussi la toile d'araignée qui est un peu plus loin de Guillaume Couture, là, plus c'est développé, plus ça va être facile d'inciter les gens à opter pour le transport collectif, ce qui présentement n'est pas le cas. Donc, j'entends l'harmonisation tarifaire, puis vraiment l'arrimage, l'interconnexion entre ces deux réseaux-là qui sont au cœur du problème, là, finalement. Angèle, de ton côté, quelle est ta vision par rapport à ces deux réseaux-là? Comment on pourrait les faire communiquer davantage? Bien, je pense que les points que soulève Josée sont essentiels, mais au-delà de ça, pour moi, l'auto solo, on a tellement développé nos milieux de vie en fonction de ça, c'est tellement rendu une option facile, instinctive, qui est rendue associée à la liberté puis à l'autonomie, qu'il va falloir miser sur une diversité de solutions. C'est la notion d'intermodalité. Puis dans la région, on en a plusieurs. On a la traverse Québec-Lévis, on a le réseau d'autobus qui doit être mieux arrimé, on a le vélo, on a la marche, on a l'autopartage. Puis pour tous ces modes-là, il faut agir sur les critères qui font... Tantôt, Jean parlait du temps de trajet, mais pour moi, il y a d'autres critères qui sont aussi très importants. De l'importance, le confort, puis la durabilité des infrastructures. Donc, on parle autant, par exemple, du véhicule lui-même, mais des stations, des chemins pour s'y rendre. On le sait, on n'a pas assez d'infrastructures de transport en commun. On n'a pas assez de pistes cyclables sécuritaires non plus. Je veux dire, il y en a peut-être ici qui ont déjà, ceux qui viennent de l'extérieur de Québec-Lévis, si vous n'avez jamais essayé le pont de Québec, je veux dire, c'est censé être notre seule piste cyclable. Je veux dire, on ne loge même pas à deux adultes qui se croisent sur cette piste-là. Là. C'est le genre d'exemple. On a entendu les maires des deux villes de Québec et de Lévis parler d'optimiser les infrastructures cyclables sur le pont. C'est un des exemples d'infrastructures confortables dont on pourrait se doter puis qui inciterait. La fiabilité. Puis, je pense qu'on peut penser à la traverse Québec-Lévis. En ce moment, les enjeux de fiabilité ont été importants dans les dernières années. Quand tu n'as pas la garantie que tu vas pouvoir reposer sur ce système-là, ça ne t'incite pas à te débarrasser peut-être d'une deuxième voiture et à compter sur le service. Parce que c'est ça aussi, les gens veulent pouvoir compter sur la fiabilité du service. Donc, ça vaut pour la traverse Québec-Lévis, ça vaut pour les services d'autobus d'un bord comme de l'autre. On le voit en ce moment, on a des sociétés de transport qui ont de la difficulté. La pénurie de main-d'œuvre y est pour quelque chose, mais il y a d'autres facteurs qui font aussi que quand on n'a pas cette fiabilité-là, ça incite moins les gens à s'y rendre. Tu as évidemment la fréquence élevée. On parle souvent d'un intervalle maximal de 15 minutes entre deux passages, puis fréquence élevée dans une grande amplitude de service pour que quelqu'un qui travaille à l'hôpital puis qui ne sait pas à quelle heure il va finir le soir, bien, il puisse se dire qu'en sortant, il va être capable de prendre la L1, il va être capable de prendre la L2, puis il va pouvoir se déplacer sur le territoire, puis elle va passer à une fréquence qui est intéressante. Puis, ben, ensuite, tout ce qui est capacité, vitesse commerciale élevée, il y a un projet de développement en ce moment sur Guillaume Couture à Lévis de voies réservées pour permettre d'améliorer la fiabilité des autobus, ce qui est un bon pas dans la bonne direction. Là où il y a encore des gains à faire, c'est qu'on va être en latéral. Donc, on va être sur des voies où les autobus peuvent se faire couper par les virages à droite. Alors, quand on est sur des voies, par exemple, centrales, ben là, on est sûr d'aller garantir une vitesse commerciale qui est intéressante. Donc, pour moi, il n'y a pas une solution, mais il y a tous ces critères-là sur lesquels il faut être capable d'agir simultanément, puis autant pour le réseau d'autobus que pour les autres modes entre Québec et Lévis. Mais je vais être très plate, là, puis je pense qu'on aimerait, en termes de conversation publique, pouvoir parler de carottes, mais la réalité, là, c'est que c'est ça qu'on fait depuis plusieurs années, plusieurs décennies, parler juste de carottes. Puis le bâton, je comprends qu'il est immensément difficile, mais c'est là où ça achoppe. Puis parce que pour pouvoir mettre tout ça en place, là, c'est la question du financement. Puis la question du financement, elle est liée au bâton. Encore aujourd'hui, là, au Québec, on a environ 30 d'investissement en transport collectif.
versus 70% en routier dans ce qu'on investit. Et tant qu'on sera dans ce paradigme-là, là, toutes les belles solutions qu'on met de l'avant, on ne sera pas capable d'y arriver. Donc, pour nous, là, le budget qui s'en vient au printemps, il est à surveiller parce qu'on le voit, on a un enjeu, puis on a des sociétés de transport qui ne sont même pas en train de parler de développer leur offre, mais juste d'être capable de subvenir aux besoins pour fournir l'offre existante. L'Association des transports urbains du Québec, là, elle estime qu'on est à 560 millions en ce moment dans le trou budgétaire des sociétés de transport en 2023. Puis si on ne fait rien, on va être à 900 millions en 2027. Donc, ce trou-là en financement, cette logique-là de financement, en Ontario, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, on est dans un paradigme inverse, c'est-à-dire qu'on est à 70 d'investissement en transport collectif versus 30 en routier, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'agrandissement d'autoroute en Ontario, mais le paradigme n'est pas le même. Donc, tant qu'on n'inversera pas ça, puis pour l'inverser, il faut des nouvelles sources de revenus. On voyait que la communauté métropolitaine de Québec, qui rassemble justement toutes les villes puis les agglomérations dont parlait Josée plus tôt, envisage la taxe sur l'immatriculation, envisage les nouvelles sources de revenus. On parle notamment de la taxe kilométrique, d'un système de redevance remise, mais tant qu'on n'osera pas aller là, on va en revenir toujours au même problème, c'est-à-dire qu'on souhaite voir les gens opter pour les solutions qu'on met à leur disposition sans se donner les outils nécessaires pour les financer, puis sans utiliser les incitatifs qu'on peut avoir au plan financier pour encourager les gens à prendre autre chose que l'auto-solo. Puis c'est malheureux à dire, mais comme société, on l'a essayé longtemps, juste la carotte, puis le constat partout dans le monde, c'est que ça ne fonctionne pas si on prend juste la carotte. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis, il y a quelque chose de bien aussi dans ce que tu amènes, Angèle, parce que s'il y a un manque à gagner dans le transport en commun, habituellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le refiler à l'utilisateur. Or, si on augmente le tarif de l'utilisation du transport en commun, on sait qu'il y a des gens qui vont prendre des moyens alternatifs et qui vont se tourner probablement vers la voiture parce qu'ils vont trouver que c'est trop cher. Et donc, tu sais, on est dans une espèce de roue qui tourne dans laquelle on dit, bien, on aimerait ça que les gens prennent plus le transport en commun, mais là, comme on a de la misère à financer, on va hausser nos tarifs. Si on hausse nos tarifs, on va avoir moins d'utilisateurs. Si on a moins d'utilisateurs, on va hausser nos tarifs. Puis, on essaie finalement de courir devant en espérant d'avoir une solution. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi à réfléchir là, dans le sens où cette idée de tarification, elle influence aussi le nombre d'utilisateurs. Mais on a un peu cette vision comptable de dire, ben, si on a moins de revenus puis qu'on veut balancer, il faut qu'on retourne le fardeau sur le dos des utilisateurs pour qu'eux viennent combler ce manque-là. Et peut-être qu'une des solutions, ce serait de se dire, ben, si on baisse les tarifs, il y a peut-être plus de monde qui va embarquer, puis en baissant des tarifs, on va peut-être finalement récupérer notre manque à gagner. Mais on n'est pas dans cette logique-là, on est toujours dans la logique de faire porter le fardeau sur l'utilisateur. Donc, il y a un cercle vicieux là, que vous nommez ici de on veut qu'on se serve plus du réseau de transport en commun, mais il n'est pas assez financé, donc les gens s'en servent moins. Donc, vu que les gens ne s'en servent pas, on ne le finance pas vraiment. Donc, les gens s'achètent des voitures. Je trouve que c'est bien intéressant d'entendre votre perception sur justement ce problème-là qui semble être finalement plutôt au cœur de l'enjeu du financement du réseau, des réseaux de transport en commun. Ce n'est pas juste à Québec, ce n'est pas juste à Lévis. J'ai l'impression que c'est plus large là, de ce que vous me nommez. On a un problème qui serait plus à l'échelle provinciale, même fédérale, par rapport au financement qui n'arrive pas, qui finalement fait en sorte que c'est toujours vers le taux qu'on se tourne parce qu'on est finalement dans une optique de plutôt on va financer où est-ce que la demande est sans vraiment essayer de stimuler la demande en investissant où est-ce qu'on voudrait qu'elle soit, là, si je résume bien la question. Il nous reste 3 minutes. Donc, je vous poserai peut-être une petite dernière question justement sur la médiatisation des enjeux de transport parce que je pense que c'est aussi une partie importante du débat où on est toujours, peu importe
de la manière qu'on formule ce questionnement-là, on sent que c'est toujours très polarisé. On est toujours dans des grands contrastes de pour ou contre. Ça devient émotif, le débat devient un peu contrôlé par nos allégeances, peu importe quelles qu'elles sont. C'est l'objet du livre que j'ai nommé plus tôt de Jean Dubé, qui est « Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec ». Donc, j'aurais aimé avoir un peu votre point de vue sur pourquoi est-ce que cette question-là de mobilité est aussi polarisante, puis comment est-ce qu'on peut faire en sorte justement on se détache un peu de ça pour qu'on puisse y aller un petit peu plus dans la rationalité, puis moins dans l'idéologique, si je peux me prononcer comme ça. Jean, je te laisserai peut-être ouvrir la discussion vu que j'ai cité ton ouvrage d'entrée de jeu. Merci pour cette belle publicité. En passant, le livre est toujours en vente. Et, en fait, mon collègue Jean Mercier aurait certainement adoré cette question-là, puisque c'est lui qui a fait en partie le chapitre sur, disons, les oppositions dans les groupes. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus, en fait, des discussions qui sont polarisées. On le voit dans le transport, mais ce n'est pas uniquement dans le transport. Je pense qu'on a de plus en plus t'es pour ou t'es contre, mais tu ne peux pas être un peu dans les deux, puis te poser des questions, puis essayer de voir et d'analyser la chose de manière froide, et, disons, et s'en tenir aux faits. Et on a toujours une espèce de... C'est comme si c'était une joute argumentaire. C'est celui qui va sortir le meilleur argument possible, mais les arguments, c'est une chose, mais les faits, quels sont-ils les faits? Puis, si on veut essayer de développer pour le futur, oui, OK, des arguments, on peut bien tenter d'en amener, mais une fois qu'on a amené des arguments, est-ce qu'on peut voyons. Bref, regarder les faits et dire, ben, est-ce que ça colle? Ça, c'est l'argument. Puis maintenant, les faits sont quoi? Puis est-ce que l'argument est dans la même direction que les faits ou est-ce que c'est à contresens? Et c'est là, en fait, où j'ai comme l'impression que le lien est difficile à faire parce qu'on reste toujours un peu en superficialité sur juste des arguments sans chercher à savoir si ces arguments-là, ils sont bons ou pas bons. Mais comme c'est toujours juste une guerre d'arguments sur des superficialités, ben, ceux qui prennent le crachoir dans ce genre d'exercice-là, c'est ceux qui sont soit pour d'un côté ou soit contre de l'autre, mais on entend très peu ceux qui sont dans le milieu et ce qu'on définit dans la littérature académique comme étant la majorité rationnellement silencieuse. C'est elle la majorité rationnellement silencieuse, pas celle qui crie sur les médias et qui démolissent et qui, disons, donne des mauvais commentaires et de la mauvaise publicité à ceux qui viennent réagir. Donc, c'est ça la majorité rationnellement silencieuse, mais c'est comme si elle ne trouve pas sa place dans ce débat-là parce que ceux qui parlent les plus forts, c'est ceux qui sont polarisés. J'aime bien cet appel à la mobilisation de la majorité rationnellement silencieuse à se prononcer sur les débats en transport. Josée, toi qui es vraiment au cœur de... Comment je pourrais dire, qui est à Lévis, forcément, qui est sur la Rive-Sud. Oui. Justement, tu sais, des perceptions radicales, j'imagine que tu en es témoin souvent. Tu nommais justement au début ce besoin-là d'écoute, puis de prendre le temps de faire le point sur, OK, on entend votre besoin, qu'est-ce qu'on peut faire finalement justement pour être plus dans cette écoute-là, puis peut-être un peu moins amener plus de rationalité dans le débat? Ouais, c'est une question super complexe. Honnêtement, je me la suis posée souvent. Tu sais, la mobilité, ça affecte la vie des gens au quotidien. C'est sûr que c'est émotif. C'est pour les raisons dont j'ai parlé tantôt, puis Angèle, puis Jean aussi ont glissé des mots. Là, ça l'affecte vraiment la prévisibilité des déplacements, les liens avec les obligations familiales, de travail. C'est sûr que c'est super émotif. Donc, ben, en plus, tu peux faire du pouce sur ce que Jean disait. Je pense que d'abord, il faut avoir des objectifs communs. Fait que si on se dit que notre objectif, c'est de répondre aux cibles qu'on s'est fixées collectivement,
c'est ça notre direction. Après ça, on va se mettre à discuter et à débattre en fonction de l'atteinte de cet objectif-là et non pas sur des principes de ben moi, c'est plus dur de me déplacer que toi sur la rive nord, rive sud, vice-versa. Je pense que ça, c'est essentiel pour rester dans les faits, comme dit Jean. La science est connue, elle est unanime. Je pense qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas répéter qu'on a fait ailleurs dans le monde. On sait que ce n'est pas plus d'autoroute que ça nous prend. Maintenant, qu'est-ce que ça nous prend? On s'assoit tout le monde ensemble et on se dit, mais comment qu'on contribue à la lutte au changement climatique? Comment est-ce qu'on contribue au transfert modal? Puis on se focus là-dessus. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est pour atteindre, et j'aime beaucoup ton mot, Jean, la majorité rationnellement silencieuse. Je pense que ça prend des grandes campagnes de communication grand public de la part du gouvernement pour mettre en lumière les avantages de la mobilité durable, du transport modal. Souvent, c'est les OBNL qui font des demandes de projets, qui reçoivent du financement, puis qui font des superbes efforts pour sensibiliser la population à ces questions-là. Je pense que ça prend des gros efforts. On parlait tantôt carotte-bâton, puis le troisième pilier du changement de comportement, c'est les communications. Je pense que ça serait vraiment intéressant pour rejoindre cette majorité. J'ai vraiment pris en note, Jean, je vais la réutiliser si ça ne te dérange pas. Alors, voilà. Je te la laisse. Merci. Puis, Angèle, je te laisse la parole pour terminer. Ben, moi, il y a quelque chose que je suis depuis quelques années, c'est le groupe de recherche sur la communication marketing climatique de l'Université Laval, puis qui s'intéresse justement à comment communiquer sur l'action climatique, parce que je pense que Josée met le point sur le bobo, puis ça vaut pour le transport, mais je pense que ça vaut pour beaucoup d'aspects de l'urgence climatique. Ça vient bouleverser des habitudes. C'est du changement d'habitude et conséquemment, c'est normal de rencontrer une résistance de la part de la population. Puis l'opinion publique, ce n'est pas une science exacte. Puis je vais vous le mettre dans le chat après, mais la dernière présentation du baromètre montrait qu'en matière de changement climatique, il y a un fort consensus sur la nécessité d'agir. 86% de la population québécoise qui croit à l'urgence climatique et à l'importance d'agir. Donc, je pense que sur ce côté-là, il y a des gains significatifs qui ont été faits sur la conscientisation de la population. Là où ça achoppe, c'est sur les actions concrètes à mettre en place pour lutter contre les changements climatiques. Puis ce que montrait le baromètre, c'est que, par exemple, près de 93% des gens disent recycler, ou plus de 70% des gens disent minimiser la consommation d'énergie à la maison. Mais par contre, quand on tombe dans les actions qui, on le sait, sont celles qui ont le plus d'impact sur l'empreinte climatique des Québécois et des Québécoises, composter, minimiser l'utilisation des véhicules à essence, minimiser la consommation de viande, bien, on est à peine 50% ou un peu moins les gens qui disent faire ces actions. Puis quand on rentre dans le transport, parce qu'il y a une place importante au transport dans l'analyse, bien, on demande par exemple à quel point les gens sont favorables à bonifier les infrastructures de transport actif, transport collectif. 86% des gens sont en accord avec ça dans le sondage qui a été mené. Donc, on a encore là un fort potentiel, les gens comprennent la bonification. Mais dès qu'on tombe dans suspendre le développement de nouvelles autoroutes ou réduire le nombre de stationnements dans les centres-villes, on est en dessous de 35% de gens favorables. Donc, pour moi, il y a là une preuve que l'opinion publique, elle a beau être favorable à la lutte au changement climatique, elle a beau être favorable à des changements de transport. Je pense qu'il y a une conscientisation qui se fait, mais ça prend forcément beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation sur les gestes qui ont des impacts et de revenir aux faits, de revenir à ce que la science nous dit des façons d'agir le plus efficacement contre les GES qu'on émet notamment en transport, parce qu'au Québec, c'est le secteur le plus émetteur de GES. Donc, pour moi, c'est ça la difficulté dans cet écosystème polarisé-là, c'est que l'opinion publique, elle change aussi selon ses valeurs personnelles, puis c'est les postures individuelles des gens. Donc, c'est pas égal entre ce qui devrait être fait puis ce que les gens jugent le plus facile à faire pour lutter contre les changements climatiques ou pour changer leurs habitudes en transport. Donc, il y a là un gros défi de communication, de contact puis de sensibilisation. Donc, j'entends qu'il y a un besoin de communication qui est très présent puis qui doit être fait. J'ai l'impression, ne serait-ce aussi que pour démontrer qu'on n'est pas
ce qui est en faveur du transport actif n'est pas nécessairement en opposition aux infrastructures automobiles, dans le sens où on vient développer l'intermodalité, on n'est pas en train de faire quelque chose au détriment de quelque chose d'autre. Puis quand on a toujours le commentaire de on fait une guerre à l'automobile, c'est peut-être pas ça qu'on fait finalement, on fait juste fluidifier pour tout le monde au final, si mettons, je peux me permettre d'exprimer. Je vous remercie pour vos commentaires des plus éclairants. Il nous resterait peut-être quelques minutes là, pour des questions. S'il y en a dans le public, je laisserai l'opportunité, s'il y en a qui veulent poser une question. Je vais laisser un petit temps. Il semble pas y avoir de questions. Donc, je vous laisserai peut-être faire un petit mot de la fin sur peut-être notre question générale d'ouverture qui était comment on peut faire pour améliorer concrètement la mobilité Québec-Lévis. Si on synthétise, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire ça simplement, là. Donc, Angèle, vu que tu es toujours épinglée dans mon écran, je te laisserai commencer. Moi, c'est la question que j'ai le plus de difficulté à me faire des notes là, dans toutes celles que tu nous avais envoyées parce que la réponse rapide, pour moi, c'est la science. Mais ensuite, je pense qu'on a abordé tout plein d'enjeux, puis il faut agir de manière transversale. Donc, puis tu parlais du cercle vicieux, il faut agir sur l'offre, pour agir sur la demande, pour stimuler les comportements des gens, pour qu'ensuite, ces comportements-là en encouragent d'autres, puis qui fassent des pressions sur l'offre. Puis quelqu'un parlait tantôt de vélo, puis de l'exemple de la rue Saint-Denis à Montréal. Moi, je suis montréalaise d'origine, malheureusement. Je suis maintenant dans la région de Québec, mais je dois m'auto-dénoncer. Puis je me souviens, quand ça a été mis en place, les premières pistes cyclables, de la réticence que les gens avaient, parce que tu parlais de la notion de guerre à l'auto, là. On avait l'impression qu'en retirant de l'espace public actuellement accaparé par l'automobile, on était forcément en train de défavoriser certaines personnes. Puis souvent, il y a des préoccupations commerciales aussi par rapport à la vitalité commerciale. Puis le résultat, c'est que quelques années plus tard, il y a d'autres artères qui en demandent, puis il y a d'autres lieux qui aimeraient voir ce genre d'infrastructure cyclable-là mise en place. Donc, pour moi, c'est une question de volonté politique puis de courage politique. Les premières décisions sont les plus difficiles. Ça vaut pour le tramway à Québec. Les exemples dans le monde nous le montrent. La première phase, la première ligne, c'est toujours la plus difficile parce que c'est de l'inconnu. Donc, pour moi, la meilleure façon d'améliorer la mobilité entre Québec et Lévis, c'est d'accepter ce que nous montre la littérature scientifique puis d'avoir le courage politique de prendre des décisions qui peuvent paraître difficiles, mais qui à long terme vont vraiment être payantes. Mais malheureusement, avoir l'opinion publique, aujourd'hui, il y a encore des efforts puis des changements à faire pour y arriver, mais c'est indispensable qu'on les fasse si on veut être capable d'atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, on parle de science, on a parlé du bâton. Je pense qu'effectivement, c'est pas mal à ça qu'on doit se rabattre. Josée, du côté du CRECA, quelle est votre vision pour améliorer la mobilité Québec-Lévis? On résume tout ce qui s'est dit pendant la dernière heure. Mais sérieusement, on fait pause, on prend un grand respire, puis on prend le temps de regarder sur quoi on veut travailler, puis on s'assoit tout le monde ensemble. Donc, la concertation, forcément, il va falloir en faire entre la rive sud et la rive nord, plus de communication. Je suis bien d'accord avec ça. Je donnerai le mot de la fin à Jean pour clore cette discussion. Merci. Ben, je me suis rendu compte, en fait, que je m'en viens de plus en plus un vrai prof parce que je disais toujours que je n'allais pas parler longtemps, puis je pense que je me suis un peu étalé. Fait que celle-là, je vais essayer de la garder courte. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. On parle de science. Si on sait une chose dans la science, c'est qu'on ne va pas régler les problèmes de congestion avec d'autres infrastructures autoroutières. Je pense qu'on peut partir de ce consensus-là parce qu'il y a toujours des débats dans la science, il y a toujours des visions qui s'opposent, mais ça, c'est peut-être un des seuls consensus qu'il y a et je pense que pour la suite, on doit minimalement baser
nos actions sur ce consensus-là. Donc, on revient encore une fois à la science qui serait le critère pour évaluer nos projets en transport entre Québec et Lévis, mais j'ai l'impression, en général, je pense que faut qu'on y aille avec les faits, puis qu'est-ce qu'on sait sur la demande induite, la demande déduite. Je pense que c'est fondamental à l'ère de la crise des changements climatiques. On arrive à la fin de notre panel. En terminant, je vais prendre le temps de remercier nos panélistes qui ont accepté de prendre 1 heure de leur temps ce midi pour venir explorer avec nous les différentes pistes de solutions pour améliorer la mobilité Québec-Lévis, puis sortir un peu du cadre du débat actuel sur le 3e lien. Donc, merci beaucoup à Angèle Pinault-Lemieux d'Accès Transport Viable, José Breton du CRE Chaudière-Appalaches et Jean Dubé de l'École supérieure d'aménagement de développement d'avoir été là. C'est bien apprécié et je pense qu'on a des pistes de réflexion fort intéressantes avec lesquelles repartir cet après-midi. Merci beaucoup. Et je vais terminer aussi en disant merci à tout le monde qui a participé au webinaire de ce midi. Merci de votre présence, de votre participation. Si vous voulez en savoir plus, être au courant des prochaines activités du CRE, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook. Et l'enregistrement d'aujourd'hui va être disponible sur notre page Facebook, justement, si vous voulez partager à vos collègues sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas. Donc, il me reste juste à vous dire à vous souhaiter une belle journée et merci encore une fois d'avoir participé.